Édouard d'Este est passé de roi à prisonnier, dépérissant dans une cellule jusqu'à sa mort. Par la suite, une rumeur cruelle s'est répandue sur la manière dont il avait été retrouvé, et elle était véritablement macabre. Il y a eu des rois tristement célèbres à travers l'histoire, mais je vous garantis que peu de souverains ont causé autant de drames que le roi Édouard II. Cet enfant terrible du trône anglais est devenu l'un des monarques les plus douteux, vindicatifs et instables que son pays ait jamais connus. Et waouh, a-t-il payé le prix fort pour cela? Les gens étaient très enthousiastes à la naissance d'Édouard. Bien qu'Édouard ne fût que le quatrième fils du célèbre roi Édouard Longshanks et de sa femme Éléonore, les prophètes de l'époque prédirent qu'il deviendrait un dirigeant juste et puissant, semblable au roi Arthur. Mais ce n'était certainement pas l'héritage qu'Édouard a laissé. Bien qu'Édouard ait soi-disant vécu une vie de prince enchanté, son enfance fut semée d'horreur. Non seulement il connut à peine sa mère, Éléonore, qui fut absente pendant la plupart de ses années formatrices et morte pour le reste, mais 3 de ses frères aînés étaient déjà décédés avant même qu'il n'atteigne son premier anniversaire. En devenant adolescent, Édouard se transforma en un jeune homme robuste dans le style classique des Plantagenets, la maison ancestrale de son père. Il était grand, musclé et séduisant, et manifestait un vif intérêt pour les chevaux et les chiens, en particulier les lévriers. Pourtant, malgré toutes ces prouesses médiévales courantes, Édouard avait des intérêts plus controversés. Aux environs de 1300, alors qu'Édouard n'était encore qu'un jeune de 16 ans influençable, son père lui présenta un nouveau compagnon, le robuste noble Piers Gaveston. Le roi ne savait pas encore que cela déclencherait un tournant irréversible dans le destin. Édouard devint rapidement le meilleur ami de Gaveston, certains suggérant même qu'ils devinrent littéralement frères de sang. Mais ce n'était pas tout. Bien qu'il soit impossible de le vérifier avec certitude, il existe des preuves très convaincantes qu'à un moment donné de leur bromance, Édouard et Gaveston devinrent amants. Une source contemporaine révéla qu'Édouard ressentait un tel amour pour Gaveston qu'il conclut avec lui un pacte de fidélité. Pour être juste, il était difficile pour Édouard de ne pas être attiré par Gaveston. C'était un combattant remarquablement talentueux, et les gens le qualifiaient d'arrogant et ostentatoire, ainsi que d'impulsif et têtu. En d'autres termes, c'était un homme délicieusement toxique et séduisant. Comment un adolescent plein d'hormones aurait-il pu résister? En 1307, le père d'Édouard lui porta un coup cruel. Pour des raisons qui restent mystérieuses à ce jour, le roi chassa Piers Gaveston de la cour, l'exilant en Gascogne. Je me demande si cela avait quelque chose à voir avec le fait que le prince et son acolyte séduisant devenaient bien trop proches. Cependant, Édouard avait une autre préoccupation en tête. Même lorsqu'Édouard s'amusait avec ses pères, il n'était pas un homme libre. Depuis qu'il était nourrisson, ses parents l'avaient fiancé à la princesse Isabelle de France, encore plus jeune. Les fiançailles étaient strictement une affaire politique, et les parents d'Édouard voulaient simplement conclure une alliance avantageuse. Pour parler franchement, Édouard et Isabelle étaient les condamnés dès le départ. D'une part, même le propre père d'Édouard, celui qui avait organisé toute l'affaire, voulut rapidement se retirer des fiançailles et passa des années à essayer de libérer son fils pour qu'il puisse faire un meilleur parti. Peu importe ses efforts, cela ne fonctionna jamais. Et puis, soudain, tout s'effondra. En 1307, le vieux roi mourut, faisant d'Édouard le tout nouveau roi d'Angleterre à seulement 23 ans. Voulez-vous savoir quel fut son premier acte en tant que roi? Non, ce ne fut pas d'épouser enfin sa fiancée, Isabelle. Ce fut de ramener son précieux Piers Gaveston à la cour. Malheureusement pour Édouard, ce fut une idée spectaculairement mauvaise. Gaveston était une distraction majeure pour le nouveau roi. Comme tout mauvais petit ami,
Piers poussait le roi à prendre de terribles décisions dès qu'il était là. Par exemple, en 1308, Edward se rendit en France pour rencontrer enfin sa fiancée de 12 ans, Isabelle. Mais, aux grandes dames de tous ses courtisans, il fit de Gaveston le dirigeant de facto de l'Angleterre en son absence. Ce fut le premier d'une longue série de choix désastreux. Le 25 janvier 1308, le roi Édouard II et Isabelle se marièrent finalement dans le nord de la France. Cela se transforma rapidement en un désastre total. Dans un présage inquiétant pour tout leur mariage, Édouard décida de ne pas s'asseoir à côté de sa jeune épouse lors de la cérémonie, mais se rapprocha plutôt de Gaveston. Cette insulte offensa toute la famille d'Isabelle d'un seul coup. Oh, et il y a un détail supplémentaire. Selon une rumeur répandue à l'époque, Piers Gaveston ne se contenta pas de prendre l'homme d'Isabelle le jour de son mariage. Il prit également ses biens. La nouvelle reine enfant reçut des cadeaux somptueux comme présent de mariage. Et certains murmurèrent que Gaveston les lui déroba directement. Édouard II et Gaveston étaient vraiment très proches à cette époque. À tel point que les gens plaisantaient en disant qu'il y avait 2 rois régnant dans un seul royaume. Édouard donnait même les bijoux de sa femme à Gaveston, et ce dernier les exhibait fièrement, s'assurant que la reine voie qui portait ces nouveaux joyaux. Il s'avère qu'Édouard II était à peu près aussi bon roi qu'il était mari. L'une des raisons pour lesquelles Gaveston était son favori était qu'Édouard détestait prendre des décisions et préférait laisser le travail ingrat de gérer un royaume à quelqu'un d'autre. Comme le dit un commentateur, Édouard était incompétent, vicieux et nul en affaires. Dans les mois qui suivirent de leur mariage, le comportement d'Édouard envers Isabelle ne s'améliora pas. En fait, ce fut tout le contraire. Édouard ignora presque complètement sa femme, préférant s'entourer d'une série de maîtresses. Ainsi, la petite Isabelle dut rapidement devenir très maligne. En grandissant, Isabelle prit une décision surprenante. Réalisant peut-être qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec Gaveston, elle s'allia avec lui. Les deux devinrent des alliés proches, et, ce faisant, Isabelle gagna juste un peu d'attention de la part du roi Édouard, qui commença enfin à la traiter comme un être humain. Pourtant, juste au moment où la vie personnelle d'Édouard semblait se calmer, le destin vint tout fracasser avec un marteau. L'infatuation d'Édouard II pour le séduisant Piers Gaveston n'aliéna pas seulement sa femme, elle aliéna tout son pays. Bientôt, ces barons firent des lois bien réelles, interdisant la présence de Gaveston auprès d'Édouard, l'exilèrent plusieurs fois et essayèrent désespérément de limiter son pouvoir. Puis tout culmina dans un dénouement macabre. À l'été 1312, les ennemis d'Édouard élaborèrent un plan bouleversant. Ces barons mécontents capturèrent Gaveston et, avant qu'Édouard ne puisse venir à son secours, ils jugèrent et exécutèrent le courtisan. Ce ne fut pas une fin heureuse. Les hommes emmenèrent Gaveston sur une route déserte, lui tranchèrent la tête et laissèrent son corps là. Quand Édouard apprit le sort funeste de son favori, il perdit complètement la tête. Furieux, le roi jura de se venger des barons rebelles qui avaient exécuté Gaveston, et l'Angleterre évita de justesse une guerre civile à cause de ce complot. Ce n'était pas pour autant que tout finissait bien. Cet acte de rébellion était le signe de choses bien pires à venir. À cette époque, la chance d'Édouard tourna au désastreux. En plus de ses problèmes personnels, il menait également des batailles contre Robert de Bruce et les Écossais. En 1314, le roi subit une défaite extrêmement humiliante à la bataille de Bannockburn. Et pour couronner le tout, une famine commença à ravager l'Angleterre. La réponse d'Édouard à ce dilemme fut tristement célèbre. Les choses allaient si mal à ce moment-là que les gens écrivirent des poèmes intitulés « Les temps maudits d'Édouard II ». Alors,
Que fit le roi? Si vous pensez qu'il repoussa les Écossais ou nourrit son peuple, vous vous trompez. Au lieu de cela, Édouard se trouva un autre favori, nouant une alliance avec Hugues Despencer le Jeune. D'une manière ou d'une autre, cette romance allait se terminer encore plus tragiquement que la précédente. Personne n'était heureux de ce développement, surtout pas la femme d'Édouard. Au fil des années, la reine Isabelle était passée d'une jeune fille naïve à une dirigeante redoutable, donnant même à son mari un fils et héritier, le petit Édouard, en 1312. Et là où Isabelle avait toléré Piers Gaveston, elle méprisait carrément cet arriviste de Hugues Despencer. Comme on dit, une épouse malheureuse, une vie vraiment, vraiment terriblement malheureuse. Bientôt, des rumeurs se répandirent sur Hugues Despencer, et ce fut comme le scandale Gaveston tout recommencé. Mais cette fois, cela atteignit un tout autre niveau. Les gens, à gauche, à droite et au centre, accusaient le roi et son nouveau favori d'avoir une liaison. Un commentateur plus tardif déclara qu'Édouard aimait Hugues de tout son cœur et de tout son esprit. Peu disposé à revivre cette situation, la cour menaça d'abdication et força Édouard à exiler Hugues et toute sa famille immédiatement. En surface, le roi Édouard se plia aux exigences des barons, mais il cachait un profond secret. Il n'était pas intimidé le moins du monde. En effet, à peine Hugues Despencer eut-il fait ses adieux et parti en exil, qu'Édouard commença à planifier sa revanche. Pour venger Hugues et provoquer ses ennemis, Édouard utilisa sa propre femme Isabelle comme appât, l'envoyant dans un château hostile en tant qu'invité. Surprise, les habitants attaquèrent l'entourage de la reine, et Édouard eut alors toutes les excuses nécessaires pour bombarder ses ennemis sans être blâmé, sauf pour le fait, vous savez, qu'il avait utilisé sa femme comme appât. Après cette belle démonstration de fidélité conjugale, le roi reprit le contrôle de ses vassaux, ramena Hugues Despencer et sa famille à la cour, et exécuta tous ses détracteurs. Puis il tourna son attention sur Isabelle, car pour une raison quelconque, les Despencer la soupçonnaient de complots incessants, et Édouard était heureux de jouer le jeu. Mais ce fut Édouard lui-même qui lui porta le coup le plus cruel. En 1324, la relation entre Isabelle et le roi Édouard s'était détériorée au-delà de toute réparation, et Édouard le lui fit bien comprendre. En partie en utilisant les tensions croissantes avec la France comme excuse, il confisqua toutes les terres d'Isabelle, prit le contrôle de son ménage et emprisonna son personnel français. Pour couronner le tout, il arracha les enfants de la reine alors qu'ils étaient encore nourris et les confia au clan Despencer pour une meilleure éducation. Est-il surprenant qu'Isabelle se soit vengée de son mari de manière si brutale? Le roi Édouard II n'avait visiblement pas beaucoup réfléchi à l'avenir, car moins d'un an plus tard, il avait besoin qu'Isabelle lui rende un grand service. En 1325, alors qu'une guerre avait éclaté entre l'Angleterre et la France, il envoya sa femme dans son pays natal pour amadouer son frère, le roi Charles IV de France. L'objectif était de mettre fin rapidement au conflit. Isabelle sourit, hocha la tête et partit obéir aux ordres d'Édouard. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Édouard était peut-être notoirement doué pour se venger, mais Isabelle avait appris une chose ou deux de son mari. En septembre de la même année, le fils adolescent d'Isabelle, le prince Édouard, la rejoignit en France, et c'est alors qu'elle passa à l'action. Retranchée en territoire ennemi avec l'héritier du trône anglais, le plan d'Isabelle se mit en marche. D'abord, elle refusa de retourner auprès de son mari, puis la phase 2 commença. Soudain, pour la première fois depuis des années, le roi Édouard s'inquiéta beaucoup pour sa femme. Il lui envoya lettre sur lettre, exigeant frénétiquement qu'elle revienne. Mais son frère, le roi Charles, répondit simplement que la reine était venue de son propre chef et pouvait rentrer librement si elle le souhaitait. Mais si elle préfère rester ici, elle est ma sœur,
et je refuse de l'expulser. Et puis, les nouvelles empirèrent pour Edward. Puisqu'Isabelle ne rentrait pas de sitôt, Edward chargea ses émissaires de surveiller ses agissements à la cour française. Leurs messages lui firent froid dans le dos. Apparemment, la reine gagnait des soutiens en s'habillant de manière dramatique, en vêtements de deuil noir, et en prétendant que Hugues Despencer avait détruit son mariage. Puis, d'une manière ou d'une autre, elle se surpassa encore. En février 1326, la femme longtemps malmenée du roi Édouard en avait complètement fini avec lui, et son dernier clou dans le cercueil transperça directement son cœur. Alors qu'elle était en France, Isabelle entama une liaison avec le séduisant courtisan anglais Roger Mortimer, qui se trouvait être l'un des ennemis exilés d'Édouard. Oui, Isabelle couchait littéralement avec l'ennemi, et de gros ennuis se profilaient. Avant la fin de l'année, la reine Isabelle et son homme Mortimer étaient devenus le couple puissant du XIVe siècle. Tous les ennemis d'Édouard, et ils étaient nombreux, affluaient à la cour française. Comme si cela ne suffisait pas, Isabelle fiança ensuite son fils, le prince Édouard, à la fille d'un comte riche en échange d'une armada de navires ci de guerre. Bien sûr, le roi Édouard était un peu distrait par Hugues Despencer, mais même lui pouvait voir ce qui se passait avec Isabelle en France, et cela le faisait trembler de peur. Pour parler franchement, sa femme enragée et son amant allaient-elles clairement envahir son royaume et tenter de le chasser du trône. À la fin septembre 326, la reine Isabelle et Roger Mortimer débarquèrent sur le sol anglais et entreprirent de pilonner les armées du roi Édouard II. Début novembre, Édouard et son favori Hugues Despencer étaient en fuite, et à la mi-novembre, les forces de la reine vengeresse les avaient capturés et emprisonnés. Puis, les choses devinrent vraiment sombres. Maintenant qu'Édouard et Isabelle étaient officiellement séparés, sa consort ne perdit pas de temps pour lui montrer qui était le patron. Elle commença par frapper là où ça faisait le plus mal, son ancien rival, Hugues Despencer. Avec une extrême sévérité, Isabelle condamna l'homme à l'exécution le 24 novembre 1326. Et les détails sont restés dans l'infamie. Lorsqu'elle condamna Hugues, Isabelle décida qu'il devait être éventré, castré, puis écartelé. Mais ensuite, cela devint encore plus intense. La foule massive qui assista à l'exécution de Hugues vit également des gens écrire des versets bibliques sur la corruption et l'arrogance sur sa peau nue. Puis, une fois tout cela terminé, ils pendirent de son corps sans vie. Avec cette petite tâche accomplie, Isabelle tourna son attention sur son mari. Pendant que Hugues était pendu, Édouard II était enfermé comme prisonnier dans le château de Kenilworth. Techniquement, il n'était plus une menace. Mais Édouard posait un gros problème. Personne ne savait vraiment quoi faire d'un roi qui, de toute évidence, n'était plus roi, du moins pas de manière pratique. Finalement, un groupe de nobles de haut rang lui rendit visite et lui donna un ultimatum cruel. Pour transférer officiellement le pouvoir, les nobles forcèrent leur monarque à abdiquer. Ils firent savoir à Édouard, sans équivoque, que s'il ne cédait pas sa couronne au prince Édouard, elle irait à un autre candidat et sa lignée royale serait éteinte à jamais. Sans choix, un Édouard en larmes accepta les conditions. Malheureusement pour le monarque aristocratique, rien de tout cela ne le sauverait de son propre destin tragique. Édouard passa l'année suivante seul et emprisonné, et il existe des preuves suggérant que ses geôliers maltraitèrent leur ancien dirigeant. Pour aggraver les choses, des loyalistes continuaient d'essayer de libérer le captif, forçant Isabelle et Mortimer à déplacer constamment Édouard de château en château pour éviter les éventuels sauveurs. Et puis, le dernier cauchemar d'Édouard commença. Le 21 septembre 1327, les gardiens trouvèrent le corps d'Édouard froid, rigide et sans vie dans sa cellule. Édouard, qui n'avait que 43 ans à l'époque,
avait souffert d'une profonde dépression tout au long de son emprisonnement et n'avait pas reçu des soins de premier ordre. Cependant, il ne semblait rien y avoir de gravement anormal chez lui, ce qui donna lieu à des murmures inquiétants. Les historiens ont noté que le décès du roi Edward était étrangement opportun, en ce sens qu'il résolvait toutes les complications politiques liées à son existence. Ainsi, au lieu de cause naturelle, les historiens suggèrent une raison beaucoup plus sombre pour sa disparition. Sa femme, la reine Isabelle, et son amant Roger Mortimer ordonnèrent probablement son assassinat. Quant à la manière dont cela s'est déroulé, c'est là que l'histoire devient extrêmement sinistre. Bien que nous ne puissions jamais savoir à quoi ressemblèrent vraiment les derniers instants d'Édouard II sur Terre, une rumeur particulière concernant sa mort est incroyablement laide et malveillante. Au fil des années, les gens commencèrent à prétendre que ses assaillants l'avaient tué en lui enfonçant un tisonnier chauffé au rouge dans le rectum, une allusion évidente à sa prétendue sexualité. Les historiens, cependant, ont largement démystifié cela. Non seulement c'est clairement une attaque désobligeante contre ses préférences présumées dans la chambre à coucher, mais ce n'est pas non plus la meilleure façon pour des assassins discrets de prétendre que le roi est mort de cause naturelle. De manière ridiculement absurde, l'histoire devient encore plus étrange. Pendant son règne, Édouard était vaniteux, arrogant et pas un homme à contrarier. Pas la meilleure combinaison de qualités. En 1323, Edward était dans une impasse totale avec Robert de Bruce et les forces écossaises. Ainsi, l'un de ses meilleurs conseillers, Andrew Harclay, tenta de négocier un traité de paix qui nommerait Robert roi d'Écosse et mettrait fin aux souffrances de milliers de personnes. Comment pensez-vous qu'Édouard II réagit à cela? Furieux qu'un subalterne ose suggérer qu'il abandonne l'un de ses titres royaux, le roi Édouard fit immédiatement exécuter Harclay, puis exposa sa tête à Londres pour que tous la voient. La partie la plus ironique de cette histoire macabre, peu après, Edward accepta une trêve de 13 ans avec Robert de Bruce, finissant à peu près au même point. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de sa famille, eh bien, le karma rattrape tout le monde. Bien qu'Isabelle ait été quelque peu justifiée de se révolter contre son mari et de l'assassiner, elle reçut aussi son châtiment. Son alliance avec Roger Mortimer s'effondra presque immédiatement après la mort d'Edward, et elle devint simplement la reine-mère pour son fils, le roi Édouard III, dans les années qui suivirent. Dans une ironie suprême, cependant, le cœur d'Édouard II fut plus tard enterré, à côté du corps d'Isabelle. Pas ce que je pense que le gars ou Isabelle aurait voulu. Quand une personne célèbre décède, il y a toujours des théories du complot farfelu prétendant qu'elle est encore en vie. Mais dans le cas d'Édouard II, cela pourrait vraiment être vrai. La désormais célèbre lettre de Fieschi, écrite par le prêtre italien Manuel Fieschi, prétend qu'Édouard s'échappa réellement et que le corps dans sa cellule était celui d'un humble portier. Dans cette version des événements, le roi fugitif s'enfuit dans le Saint-Empire romain pour vivre le reste de ses jours comme ermite. Plus choquant encore, plusieurs historiens confirment que tout ou partie de la lettre est vrai. Quant aux histoires souvent répétées de royaux échappant à leur sort macabre, Édouard II pourrait bien y être parvenu. Mais bien sûr, nous ne le saurons jamais avec certitude. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factat, pour plus de faits incroyables sur tout.